précédemment dans les stars de la fac. Donc, elles sont célibataires, même si elles sont passées par elles-mêmes aussi des expériences du genre, j'ai tout dit et oui, la personne m'a quitté. J'ai envie de vous poser une question. Vous rencontrez une dame qui vous dit tout de suite qu'elle a fait 5 avortements. C'est quoi votre réaction? Donc il faut qu'elle ait assez de, qu'elle ait assez de courage. Ça, en tout cas, il le faut. Et il ne faut surtout pas cacher quelque chose comme ça. Parce que le problème, c'est que ça va se savoir. Ça, c'est sûr. Ça va se savoir. C'est que les personnes que j'ai fréquentées, mes ex, ont tous des enfants. Ce qui a changé, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je m'assurais qu'il ait un enfant aussi, pour que je rentre dans la relation. Je me disais, celui-là ne peut pas me juger. Déjà, à l'église, on ne me comprenait pas. Dans le sens où je pouvais fréquenter une église, mais ce n'est pas les frères dans mon église qui venaient vers moi. Ils pouvaient venir, mais après qu'ils sachent que tu as un enfant, forcément, au moins, frère à ceux qui n'en étaient là. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Stars de la Fac. Une émission produite et réalisée par Famille Accomplie, votre plateforme chrétienne qui en fait est là pour pouvoir vous emmener à bâtir des familles fortes et accomplies sur base de la parole de Dieu. N'est-ce pas, Roliane? Exactement. Et nous disons bonjour à nos invités qui sont sur le plateau. Bonjour, nous avons donc notre premier invité qui est Monsieur Georges Bakassoir. Bonjour à vous. Bonjour Madame Roliane. Nous sommes très heureux d'être là. Il est en tout cas le seul marié. On va préciser que nous avons un public, ou non, nous avons des invités purement masculins. Bon, pour aujourd'hui seulement. Pour aujourd'hui, parce qu'en fait, on veut voir la communication, notre thème, on ne l'a même pas encore présenté. Voilà. On veut voir la communication vue selon les hommes. Et on aura aussi une émission spéciale pour les femmes. Et puis, on aura les hommes et les femmes, ils vont essayer de se débattre, de parler ensemble. Exactement. Donc, merci à vous, Georges. Merci beaucoup. Nous avons de l'autre côté, nous avons en fait deux personnes qui ont le même statut, mais un petit peu différemment. Différent, ouais. Exactement. Arsène Lutumba qui est là. Bonjour Arsène. Alors Arsène, lui, il est fiancé. Il est donc fiancé avec sa fiancée sur place, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même ville. Mais nous avons de l'autre côté Salem. Salem Moboti. En fait, lui, il est célibataire, il est fiancé. Bon, fiancé, ouais, pas célibataire, mais fiancé, relation à distance. Voilà. Ça se passe bien déjà. Oui, Dieu fait grâce, très bien. Exactement. Donc, notre thème d'aujourd'hui est... Notre thème aujourd'hui, c'est la communication dans le couple. Le signal est-il brouillé ou bien il passe 5 sur 5. Voilà, c'est ça en fait le cheval de bataille dont nous allons parler ici, en ce jour sur le plateau de Les Stars de la Fac. Et avant cela, nous voudrions d'abord parler en fait d'une personne, d'une icône de la fac. Nous avons l'habitude en fait de pouvoir mettre en exergue, honorer une personne qui a marqué en fait la génération, quelqu'un qui s'est démarqué par sa foi et par son témoignage, qui aujourd'hui peut être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous et pour plusieurs familles. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joyce Meyer. N'est-ce pas, Roliane? Alors, Joyce Meyer, elle est juste exceptionnelle, extraordinaire, parce Exactement. que déjà, vous allez le voir, la communication est un peu plus brouillée, en fait, dans le mariage quand l'un des conjoints a un passé qui est lourd. Un passé qui est lourd comme celui de Joyce. Vraiment, ça pouvait que déranger le mariage, mais comment elle a contourné les choses, elle a vécu, elle est en train de vivre vraiment un succès dans le mariage, elle est Exact. un modèle pour nous tous, une icône en tout cas que nous vous recommandons. Suivez souvent en fait ces interventions, ces enseignements et vous allez avoir un mariage vraiment béni et épanoui. Vous savez, ils ont au total, je pense, 57. Soit 50, hein? Regardons la vidéo, voilà. on saura. Regardons la vidéo et on va avoir les précisions. Et ils sont mariés, ça fait plusieurs années. Ouais, plus de 50 ans.
Voilà. L'icône de la famille accomplie de ce jour est Joyce Meyer. Elle est née le 4 juin 1943 à Saint-Louis, aux États-Unis. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de son père durant son enfance et a eu un premier mariage qui n'a pas du tout marché. C'est dans sa relation avec Dieu qu'elle est arrivée à vaincre son passé et à vivre dans une nouveauté de vie qui aujourd'hui est d'un grand apport à l'église Corps de Christ. Elle a donc rejoint le Life Christian Center, une église charismatique à Fenton, puis elle a fait un doctorat à la Life Christian University. Joyce et son mari Dave sont mariés depuis plus de 50 ans et ont ensemble 4 enfants. Notons aussi que Joyce Meyer est une auteure à succès expérimenté et une enseignante de la Bible de renommée mondiale. Avec humour et un style franc et direct, elle parle des choses de la vie quotidienne du point de vue de la Bible de manière vivante, convaincante et sincère. Des millions de gens sont enthousiasmés par sa vivacité d'esprit et ont expérimenté à travers ses livres et programmes une aide pratique pour leur vie. Vous ne pouvez pas parvenir à votre avenir en traînant votre passé. La porte de votre futur n'est pas assez large pour que vous y traîniez votre passé. Laisser aller veut dire que vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Quand on dit « oubliant ce qui est en arrière », comment est-ce qu'on fait ça? Vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Vous ne pouvez pas surmonter quoi que ce soit tant que vous en parlez. Vous ne croirez jamais ce qu'ils m'ont fait. Malheureuse que je suis, pauvre de moi. Je parle de mon passé maintenant comme témoignage aux autres, mais je ne traîne pas d'anciens souvenirs en me désolant sur mon sort. Au fil des ans, Dieu a donné à Joyce Meyer beaucoup d'opportunités d'expliquer la Bible aux gens et de raconter comment Dieu a changé sa vie. Merveilleux témoignage, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué et béni. Et voilà, c'était donc Joyce Meyer Meyer. qui y a épousé donc Dave Meyer. Elle a le nom de son mari, mari. Et exactement. ensemble, ils ont 4 beaux enfants, comme vous venez de l'entendre. Et Magnifique. c'est juste magnifique de savoir qu'ils ont fait autant d'années ensemble. Mais ils s'aiment toujours comme s'ils venaient de se marier aujourd'hui. C'est fantastique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse répandre l'amour dans le cœur de cette manière et le maintenir autant d'années. Et voilà. Et donc, on va prendre la première question. Oui, la première question, nous voulons la poser à Papa Georges. Papa Georges, avec son expérience, son expertise dans le mariage, parce qu'il est marié, ça fait quand même Le 15 janvier, je venais de totaliser 11 ans. 11 ans de mariage. Wow. Voilà. 11 ans. Alors, nous voulons savoir si vous pouvez nous éclairer, vous qui avez déjà fait 11 ans de mariage. La communication est-elle différente en étant marié ou quand vous êtes fiancé? Quelle est la différence? Eh bien, d'abord pour commencer, j'aimerais d'abord remercier moi également le choix que vous avez eu à faire sur Joyce Meyer. Je pense que c'est vraiment une histoire que les gens, le commun des mortels disent à dormir debout. Hein? Vous regardez ce qui s'est passé dans sa vie et comment Dave a pu supporter Exactement. les caprices de son épouse durant des années, qui venait d'abord de sortir d'un mariage. Vous voyez, parce qu'elle est sortie d'un mariage qui n'a pas marché et elle est allée maintenant à un autre et Dave a eu à supporter les caprices de l'autre jusqu'à ce qu'aujourd'hui on peut les acclamer. De deux, par rapport à ce que vous dites, les dialogues dans le mariage, je ne suis pas trop du genre à donner une différence entre avant le mariage et après le mariage. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense beaucoup plus qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui a compris les dialogues dans le mariage et celui qui n'a pas compris, encore compris. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans le mariage qui sont déjà avertis. Ça veut dire, regarde ce qui se passe à côté, à gauche, par rapport aux parents, par rapport à leurs frères et sœurs. Vous voyez comment ils se comportent. Mais il y a aussi ceux qui viennent dans le mariage avec une idée floue, autre, où le mariage c'est une femme et on est là, on parle, j'impose ma loi et la personne accepte. C'est tout, parce que je suis un homme. Exactement. Vous voyez? Alors, quand la personne commence à comprendre ce que c'est que le dialogue dans le mariage, il commence d'abord par enlever ses épaules. C'est-à-dire à descendre, à enlever ses galons, et descend un peu plus bas. Ça, c'est là que vous avez compris maintenant le dialogue dans le mariage. Alors, j'aimerais juste faire une petite instant pour demander si cette compréhension-là du dialogue doit-elle commencer pendant les fiançailles
ou bien cette personne doit se préparer juste au moment où il entre dans le mariage, c'est là qu'il comprend. C'est quand est-ce que cette compréhension peut devenir effective et efficace pour le couple? Moi, je pense que c'est par rapport d'abord à notre entourage, la manière dont nous nous comportons, ça veut dire face aux voisins, aux amis, aux parents. Est-ce que nous étions préparés à entrer dans le mariage? Vous voyez, si je me trouve de l'argent aujourd'hui, je me dis, bon, je vais me lancer dans mon mariage parce que j'ai le moyen et je trouve qu'il y a quelqu'un qui doit nettoyer mes habits, quelqu'un qui doit préparer à manger, quelqu'un, voyez un peu cette connotation du mariage là et autre. Mais si je fais exactement ce qui est écrit dans Genèse 2, 18, où on dit, Dieu dit clairement que je vais lui faire une aide semblable. Et vous comprenez ce que veut dire une aide semblable. D'abord, c'est une aide. Et après, c'est semblable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diminutif là-dedans. Exactement. C'est-à-dire que c'est une même personne que toi. Ouais? Et là, la manière de collaborer avec lui. Je vais prendre un exemple. Lorsque je suis en difficulté ou lorsque j'ai une préoccupation, j'ai la facilité de le dire à un ami, à un collègue. On discute facilement. Mais quand il s'agit de ton épouse, est-ce que c'est de la même manière? Ah, c'est ça maintenant. Justement, c'est la question. Donc, vous donnez plus confiance aux collègues qui sont masculins que à ta propre femme qui est une aide semblable. C'est ça un peu le vrai problème qu'il y a dedans. Et là-dedans, c'est à toi de faire un effort. Lorsque tu commences à enlever tes galons, tu te rabaisses parce qu'on a tendance à croire que la femme est plus bas que nous. Et toi, tu dois commencer d'abord par enlever tes galons et descendre au même niveau que ton épouse pour essayer de mieux la comprendre. Tolérer. Papa Georges, comment vous étiez préparé? Ah, c'est une longue histoire, je vous assure. Brièvement, on a envie de savoir je vais essayer de faire un petit. Je me rappelle qu'après mon mariage, je savais que tout était bien. Mais après, il y a eu de hauts et des bas, comme on le dit toujours dans le mariage. Et moi, j'avais tendance à aller un peu plus dur. Ça veut dire être dominateur et donner des ordres. Malheureusement, j'ai rencontré une femme, mon épouse, que je salue chaleureusement aussi. On salue Maman Diane. J'ai rencontré une femme, je vous assure, qui n'est pas facile à manipuler. Hein? C'est une personne, quand elle trouve que tu n'as pas raison, elle te dit non. Et là, c'était un combat. C'était comme deux lions qui devaient se battre dans une maison. Oh là. Et c'est pas facile. Je vous assure, moi j'ai dit c'est moi qui donne des ordres et elle aussi elle dit non, c'est pas comme ça. On dialogue et puis on trouve une solution. Mais peut-être la manière de s'y prendre n'était pas la même. Vous voyez un peu. Alors, ce qui m'a sauvé moi, ça a commencé par un frère qui est venu nous aider à la prière, à la maison. On a prié ensemble. Alors le monsieur m'a dit, je sens une odeur de divorce. Je sens une odeur de divorce dans votre maison. Alors qu'on ne lui avait rien dit. Et cela m'avait révolté. J'ai fait quoi? J'ai pris quelques jours et puis j'ai appelé mon épouse. Elle était au salon, elle regardait la télé. Je suis venu, j'ai éteint et j'ai dit on va dialoguer. Non, je n'ai rien à te dire. J'ai dit non, on va dialoguer. C'est tout ce que je dis. Alors, comment pousser ton épouse à parler? Ça. Qu'est-ce que je fais? Quand elle n'a pas envie de parler. Je connais mon épouse parce que le problème, c'est connaître la personne avec qui tu vis. Je connais mon épouse. Je sais qu'il y a des termes, dès que je touche, elle s'enflamme. Et c'est ce que je vais faire. Je suis allé là, j'ai dit, ok, on fait ceci. Tu me laisses le temps de parler et toi aussi, tu auras ton temps de parler. Je commençais à parler et je ne faisais que toucher ce point-là qui fait mal. Je vous assure, on avait commencé la discussion vers 21h. J'ai pris pratiquement 10 à 15 minutes parce que je voulais vraiment la faire très mal pour qu'elle puisse s'ouvrir. Je poussais et 15 minutes après, j'ai dit, bon, c'est fini, c'est à toi de parler. Mon épouse a parlé de 21h30 jusqu'à 23h. Vous voyez un peu? Ça veut dire que je l'ai poussée à sortir ce qu'il y avait au plus profond d'elle. Et quand elle a dégagé ça, je me suis senti à l'aise parce que je savais au moins ce qu'il y avait en elle, ce qui l'a dérangé. C'est ainsi qu'on a pu essayer de commencer à mettre un peu d'eau dans notre vin. Je sais au moins que si je fais ça, ça l'énerve. Si je fais ça, ça l'énerve. Et j'ai commencé à descendre petit à petit jusqu'à aujourd'hui à atteindre ces 11 ans. Il faut l'acclamer. 11 ans de mariage, il faut le faire. Alors, on va revenir sur vous, Papa Georges. On va revenir sur vous. On a beaucoup de choses à apprendre parce que là, vous avez réussi en fait à quitter au niveau où le signal est brouillé, à vraiment établir la communication au sein du couple. Et ça, c'est un changement d'attitude. Attitude seulement. Alors, on a envie de savoir, Salem,
Comment ça se passe, la communication à distance? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile ou bien la distance peut brouiller le signal? D'abord, merci pour l'invitation et merci aussi pour la question. Je dirais que c'est une évidence que la distance est un problème. Mais c'est un problème auquel on peut trouver des solutions. Et déjà que ça fait peur à plusieurs personnes, que quand on parle de distance, pour plusieurs, c'est impossible de communiquer comme il le faut. Mais j'estime, pour ma part, que régler le problème, parler sur le problème, réfléchir et surtout prier par rapport au problème, on arrive à trouver une solution. Ça a été le cas pour moi et ma fiancée. Nous avons longtemps parlé sur ce problème qui nous effrayait avant et surtout qu'on savait qu'on allait passer un très long moment éloigné. Nous avons demandé à Dieu de nous faire grâce, de toujours parler, de toujours nous informer de tout ce qui se passait autour de nous. Et je crois que le fait d'établir des principes, ça nous a beaucoup aidé. Et avant, c'était un problème, je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème parce que nous communiquons très bien. Je dirais même qu'il y a des fois où nous communiquons mieux que ceux qui sont proches. Alors, j'aurais voulu te demander ceci. Au cas où, dans votre relation, dans la discussion qui, comme tu le dis, c'est un peu forcé pour qu'elle parle, et que tu la titilles un peu et qu'elle te donne une réponse, je pourrais dire impolie, une réponse qui te fasse mal. Mais pour elle, elle a communiqué. Ok. Quelle sera ta réaction dans la communication? Merci. Parce que vous êtes en train de communiquer pour trouver un compromis. Vous parlez d'une chose et il faut trouver un compromis. Mais pendant la discussion, elle dit quelque chose. Pour elle, elle a communiqué. Mais elle a communiqué, ce qu'elle a dit t'a fait mal. Et tu sens même qu'elle t'a manqué de respect. Comment tu communiques? Comment tu réagis? Excusez-moi de parler de moi, ce n'est pas être égoïste. En fait, j'ai appris une chose, il n'y a que l'animal qu'on les dresse, mais l'homme, on lui parle pour qu'il comprenne. Et généralement, une réaction de sagesse face à une action de folie ramène souvent l'homme à la raison. Ouais. Et c'est ma façon de réagir qui fera en sorte qu'elle me comprenne. Et je lui ferai comprendre que ce que tu as fait ou ce que tu as dit ne m'a pas plu. Prochainement, je n'aimerais plus que ça se passe comme ça. Dans une relation entre deux personnes, on ne vient pas imposer les choses, mais on vient plutôt proposer les choses. Ouais? Moi, je ne viens pas t'imposer, je ne viens pas l'imposer, mais je lui fais comprendre que tu as très mal fait en tout cas. Prochainement, je n'aimerais pas que tu me parles comme ça. Voilà, je propose que, au lieu de dire ça, que tu dises plutôt ça, pour que nous puissions mieux avancer. Ouais. Parce qu'il y a certaines réactions, au fur et à mesure que ça devient une habitude, ça repousse l'autre au lieu de lui rapprocher. Ouais. C'est à moi de pouvoir maintenant lui parler, lui faire comprendre que tu as mal fait, au lieu de me taire, pour ne pas brouiller la communication de la relation. Ok, voilà. Donc continuer à parler, mais y mettre une bonne dose de sagesse pour que, en fait, la machine puisse repartir, mais sur de bonnes bases. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes là pour communiquer, on ne sommes pas là pour nous regarder. Ouais. Et penses-tu que la communication avec elle, au-delà du fait de lui proposer, tu as l'habitude d'utiliser une autre stratégie pour te faire comprendre au-delà des mots? Ça t'arrive? Voilà, il existe, j'ai fait la communication de formation, il existe plusieurs types de communication. Il y a des communications visuelles, il y a des communications écrites, il y a des communications verbales. Certaines choses, je n'ai forcément pas besoin de pouvoir parler, mais ce que je ferai, c'est de pouvoir poser un acte. C'est au travers de mon acte, quand je pose cet acte-là, qu'il pourra comprendre que l'acte qu'il avait posé au préalable ne m'avait peut-être pas plu, c'est pourquoi j'ai réagi de la sorte. Ouais. Et il y a certains moments où ça m'impose, ça me pousse, ça m'oblige à pouvoir m'exprimer, à parler pour lui faire comprendre un certain nombre de choses. Et cela va avoir aussi de la compréhension de la personne avec qui tu vis. Ouais. Par moment, ça arrive que tu vis avec quelqu'un qui ne comprend même pas les actes que tu poses. Alors en ce moment-là, il faudrait vraiment essayer de s'exprimer, parler à la personne pour qu'il comprenne, utiliser le verbe pour qu'il les comprenne. Ok. Papa Georges, je vais revenir à vous. Quand tu vois que la femme commence à raconter des choses que tu ne comprends pas, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Après 11 ans de mariage quand même,
tu as appris à connaître la femme, quand elle commence à débiter des choses, en fait, tu te dis, ok, elle parle. Après, tu te dis, je ne comprends pas, mais elle a voulu dire quelque chose. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? C'est quoi la chose, en fait, qui fait en sorte que la femme parle, et puis après, tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Bon, je pense qu'en réalité, quand la femme se met à parler, elle a un message à donner. Oui. Et ce qu'il te faut, c'est juste la patience. C'est vraiment ce qu'il te faut. Elle peut tourner autour du pot pendant 10 minutes. Il te suffit de rester calme et d'observer. Ok. Écoute-la. Laisse-la parler. Le problème, c'est que quand tu commences à taper, c'est comme quelqu'un qui est en train de parler, elle est là. Oui. Toi, tu viens, tu essaies de monter pour dire non, écoute, je ne te comprends pas. Elle va chercher à monter. Toi, tu vas monter pour la calmer et vous allez aller comme ça jusqu'à l'infini. Et ça deviendra une discussion là où vous ne saurez plus arrêter. Mais lorsqu'elle est en train de parler, tu as tendance à regarder déjà l'humeur que la personne. Vous dites, bon, là, la personne est fâchée. Sûrement que je fais quelque chose de mal. Sûrement qu'elle n'a pas compris quelque chose que j'ai eu à faire. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Okay. Je la regarde. C'est pas dit je me tais, je boude ou je fais. Non, non. Je reste juste calme. Je la laisse parler. Okay. Et quand elle parle, elle finira par sortir ce qu'elle a dans son cœur. Okay. Mais est-ce que c'est facile de rester calme? C'est pas... J'aime beaucoup votre réaction. Écoutez, quand vous avez des bombes qui vous tombent à gauche, à droite, je vous assure que c'est pas facile. Parce que elle vous prend comme son ami. Vous êtes vraiment son ami, son frère, son ami, c'est vraiment elle ne met pas des gants. Elle se sent plus à l'aise. Ça veut dire quand elle se met à parler, elle va tout dire. Ça veut dire même ces colères-là, elle va se les déverser sur vous. Alors vous êtes obligé juste d'être calme et d'écouter. Ne prenez pas tout ce qui sort de sa bouche comme des problèmes personnels. Okay. Ça, c'est dangereux. Ah, okay. Les hommes, vous avez entendu là? Parce que quand la femme se met à parler, elle aime s'exprimer. Okay. Elle peut avoir vécu une scène il y a 10 ans avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, il arrive que ma femme me rappelle des choses que j'ai eu à faire il y a autant d'années. Quand j'étais encore, vous voyez, c'est exactement ça la femme. Mais toi, si tu commences à dire, non, mais j'ai changé, pourquoi elle doit revenir à ce qui était déjà passé? Non, tu te trompes. Ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur en réalité. Okay. Elle veut s'exprimer et te faire voir qu'elle n'est pas contente. C'est tout. Laisse-la parler. Elle va parler jusqu'à la fin. Si tu as au moins compris quelque chose, bravo. Tu sais, bon, la prochaine fois, je vais essayer d'éviter ça. Vous voyez? Okay. Vous essayez de l'expliquer après. Pas au moment où elle est vraiment sur tous ces états-là. Mais Georges, vous êtes exceptionnel quand même en fait, parce que vous la laissez parler. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme si elle touchait à votre respect, à votre ego en tant que je pense qu'on se connaît bien. Vous connaissez aussi mon épouse. Oui. On a eu à passer du temps ensemble. Oui. Hein? Et vous savez très bien comment on vit. Ça veut dire qu'à un certain moment, moi, j'étais du genre, quand elle parle beaucoup, elle me manquait du respect carrément. Okay. Et je devais réagir exactement comme les hommes aiment. Ils s'élèvent, ils prennent leur voiture, ils sortent, ils vont ailleurs. Vous voyez? Ou je me déplace d'une pièce à l'autre. Vous voyez un peu? Mais avec le temps, connaissant mon épouse maintenant, avec un peu d'une dose d'humilité là qu'on a eu à avoir. Justement, j'allais prélever. Comment vous avez fait pour arriver à devenir humble? Ouais. Et cette humilité pour vous permettre maintenant d'écouter votre épouse. C'est exceptionnel quand même. Comment vous avez fait? Est-ce que c'était automatique? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu un choc qui a fait en sorte que vous deveniez humble? Je disais tantôt, j'ai raconté l'histoire, comment on m'a parlé du divorce. Okay. La première des choses qui m'a fait réfléchir, c'était la peur. Okay. J'ai eu peur. Je me suis dit, je ne me suis pas marié pour divorcer. J'avais peur de ça. Je ne voulais pas. Okay. Alors, je me demandais comment arriver à garder mon épouse. C'est un secret que vous partagez avec les jeunes. Hein? Exactement. Comment arriver à conserver mon mariage? C'est là que je me suis dit, je vais au moins l'écouter. Donc, c'est parti d'une décision. D'une décision personnelle. L'humilité. Maintenant, je vais faire la part de choses. Okay. Il y a, nous les hommes, nous tombons souvent dans ce que nous appelons l'hypocrisie dans le mariage. Okay. Ça veut dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais comme tu veux garder ou conserver ton mariage, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. C'est dangereux. Oui, parce que là, tu n'as rien compris. Okay. Je peux m'exprimer.
Je peux aussi m'énerver sur mon épouse, mais ça dépend des sujets. Ouais, il y a des choses quand elle se met à parler, tu dis, bon, elle est en train de parler, qu'est-ce que ça fait de mal? Elle parle, et puis c'est fini. Mais il y a d'autres choses. Cet enseignement, je disais, je l'ai reçu une fois, je me rappelle, dans une discussion chez moi au salon, où nous étions en train de parler subitement, parce que la femme vous change d'une seconde à l'autre. Elle est souriante, et tap, tout change, à cause d'un mot que tu as eu à dire, ou d'une histoire que tu as eu à raconter. Ouais. Alors ces jours-là, je me rappelle bien, on parlait d'autre chose et subitement, c'était parti. Qu'est-ce que je fais? Je tellement écouté. À un certain moment, je dis, bon, ok, je vais la laisser quand même me déplacer un peu, peut-être qu'elle va descendre. Je me déplace, j'entre dans ma cuisine et pendant que j'entrais, parce que j'ai développé un système où quand elle se met à parler et je sens que ça me blesse, moi je prie. Ok. Je demande à Dieu de donner la paix, d'imposer sa paix sur elle. Amen. Seigneur, donne-la la paix. Seigneur, tu nous as promis cela. Donne-la la paix, que c'est calme. Alors il m'arrive quand je parle ou je prie en langue comme ça, je commence à me déplacer, j'entre dans la cuisine. Elle parle. Tout ce qu'elle dit, j'entends. Mais je ne porte pas ça dans mon cœur. Amen. Alors pendant que j'entrais dans ma cuisine, j'ai entendu une voix qui me disait non. Elle pouvait dire tout ce qu'elle a dit avant. Mais ça, là où elle a touché, je ne peux pas la laisser dire ça. Tout à fait. Retourne, tu l'as dit, tout ce que tu as dit, j'accepte, mais ça ne le dit plus jamais. Je suis rentré, elle parlait et j'ai tonné. Imagine-toi, après autant d'années, je n'ai pas eu à tonner. Et une fois, je crie. Directement, elle se calme. Je dis, écoute, parle comme tu veux, tu as raison sur toutes les Surtout, ouais. Mais ce que tu as dit là, c'est faux. Ne le dis plus. Fâche-toi, tu as raison, mais ça, ne le fais pas. Au moins, elle a compris que sur ces points-là, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Donc, je n'ai pas joué à l'hypocrisie. Exactement. Ouais, un peu. Ouais. Parce que je me dis, bon, elle va parler jusqu'à ce qu'elle va descendre. Non, je la laisse aller dans des bêtises. Ouais, je dois l'aider aussi. C'est-à-dire, de temps en temps, il m'arrive de dire, chérie, tu sais, il y a à un tel endroit, tu avais mal réagi. Devant les gens, tu as eu à dire cette phrase. Non, mais moi, je vois que c'était tes amis, alors j'ai balancé. Non, non, tu as mal fait. Tu vois un peu. Mais je lui fais cette remarque après. Maintenant, j'allais poser une question par rapport à ce que vous dites. Quels sont les sujets vraiment qui peuvent brouiller la communication? Est-ce des sujets qui tiennent, par exemple, de l'argent ou encore par rapport à vos relations, disons, des amis ou la famille, la façon dont vous gérez les relations? Quels sont vraiment les sujets qui peuvent créer ce conflit dans la communication? Non, certains sujets, on ne va pas tous les sujets. Oui, mais certains. Oui, tant de sujets créent des problèmes. Je parlerai de l'argent. L'argent, c'est si vous êtes un peu, vous n'êtes pas trop clair devant elle. Ouais, un peu, les gens, il y a des maris qui n'aiment pas, par exemple, montrer leur salaire à leur femme. Et la femme dans sa tête, s'est dit que je sais qu'il m'a présenté, oui, c'est vrai, mais il a sûrement gardé quelque chose avec lui. Et à ces moments-là, quand elle a besoin d'un peu plus, elle va exiger. Et quand toi, tu diras que tu n'en as pas, ça peut être un sujet. Il y a des sujets, par exemple, où la famille arrive, vous ne savez pas remettre même les transports. Ouais. Parce que vous n'en avez pas, mais comme c'est sa famille, il peut aussi avoir un problème. Ouais. Il y a tellement de sujets qui créent beaucoup de problèmes dans le couple. C'est pourquoi je parle de dialogue. La communication, moi en soi, je l'appelle dialogue. Ouais, j'aime appeler ça dialogue. Parce que si j'ai la facilité de dialoguer avec mon frère, j'aurai aussi la facilité de dialoguer avec ma femme. Ça veut dire, peu importe la manière dont elle a réagi, je dirai ce que j'ai à dire et on va parler et trouver une solution. Il y a des solutions. Magnifique. On va peut-être prendre Salem. Oui. On va aller très vite. On nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai besoin d'écouter Salem. Salem. Elle parle. Prenons un peu le cas de Georges. Elle parle, elle casse les oreilles. Tu écoutes? Ou tu arrêtes? Je t'énerve. Je dirais que je suis allé dans les deux sens. D'abord, merci à papa Georges parce que ce que vous avez raconté, moi, dans les fiançailles, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et ça m'est arrivé de m'énerver plusieurs fois. Parce que d'abord, je ne prévoyais pas ça dans une relation, qu'on arrive jusqu'au point de s'énerver et à se dire des choses qu'on n'aurait jamais dit à une personne tierce. Mais je me retrouve en train de le dire à la personne avec qui je partage ma vie. Et
en fait, à un moment, on s'est rendu compte que on allait hors de nous. On exprimait un personnage que vous n'étiez pas. Voilà. Mais on s'est rendu compte que c'était des choses qui se cachaient en nous et qu'il fallait traiter parce que si on laissait ça, si on cultivait ça plus tard, ça allait forcément arriver à des points comme le divorce, la bagarre. Or, nous sommes chrétiens, on ne s'imagine pas en train de se battre et d'autres personnes viennent nous séparer. Donc, on voulait déjà arrêter ça. Et quelqu'un m'a dit une fois que l'amour est fait de sacrifices et des concessions. Et cette phrase résonne dans mon esprit à chaque fois que je pense à ma fiancée. C'est aussi quelqu'un qui est forte de caractère. Quand elle dit non, pour elle, quand elle dit non, même si ça me blesse, ça l'arrange, elle, qu'elle m'ait dit la vérité. C'est bon pour elle. Donc c'est à moi de m'arranger à comprendre ce qu'elle a dit. Alors, j'ai fait beaucoup de concessions pour essayer de l'écouter et de discerner au-delà de ces mots qu'est-ce qu'elle a voulu dire. C'est aussi généralement, comme l'a dit Papa Georges, les femmes, mon frère Sam aussi l'a dit, tournent autour du pot. Mais dans les 10 minutes où elle a parlé, il y a certainement un message qu'elle a voulu faire passer. Peut-être que le message ne vaut que 30 secondes. Alors, il faudrait beaucoup de patience et beaucoup d'attention pour discerner qu'est-ce qu'elle veut. Et avec le temps, j'ai appris à chercher le message dans tout ce qu'elle fait et surtout dans ce qu'elle est en train de dire. C'est pas du tout facile, mais avec de l'implication, on y arrive. Ok. Voilà. Donc, Salem, tu veux nous dire que maintenant tu la connais bien, tu connais bien Déborah et dans le mariage, ça sera encore un peu plus aisé parce que tu as pris le temps de pratiquer la communication comme il le fallait. C'est ça? Je ne dirais pas jusqu'à ce point-là, parce qu'on ne cesse de se découvrir. Il y a des... C'est comme s'il y a des petits renards, comme le dit la Bible, là, par rapport à... il y a des petits renards qui peuvent ravager les champs. Voilà. Alors, on se rend compte au fur et à mesure, il y a des sujets comme l'argent, on ne vit pas encore ensemble, mais il y a eu des moments où elle a de l'argent qu'elle doit utiliser. Moi aussi, j'ai de l'argent que je dois utiliser. On ne s'en rendait pas compte, mais lorsqu'on a mis nos réflexions ensemble, on s'est rendu compte que ça pouvait être un grand conflit. Et on s'est déjà retrouvé, si je peux le témoigner, dans un très grand conflit à cause de comment gérer l'argent simplement. Et on ne s'y attendait pas. Alors, on a appris que demain, avec des plus grands enjeux, on pourrait vraiment se Et comment vous avez géré ça? Comment finalement vous avez trouvé un compromis? L'un d'entre nous a fait des concessions. L'un d'entre vous. Tu n'as pas voulu dire qui? Je dirais cette fois-là, c'était elle. Okay. Elle m'a supporté, elle m'a laissé parler. Voilà, parce que les hommes, généralement, on pose des actes pour vouloir nous exprimer. Et cette fois-là, elle m'a laissé faire et elle m'a rappelé plus tard que ce que tu avais fait là, ça ne marche pas comme ça. Et en tant qu'homme, avec mon ego, mon orgueil masculin, je me disais que j'avais parfaitement géré la situation. C'était correct pour moi. Et elle a accepté, mais beaucoup plus tard, elle m'a appris que tu pouvais faire autrement. Et c'est elle qui avait raison. C'est vrai que ça blesse parce que je me dis que c'est moi l'homme, c'est moi qui dois gérer, c'est moi qui dois donner les instructions, le temps. Et j'ai dû accepter, mais avec beaucoup de tact. Ok. Merci vraiment, Salem. Vraiment, c'est très profond. C'est très instructif tout ce que vous dites là. Et on pense vraiment que les gens, ceux qui nous regardent, sont vraiment en train d'apprendre beaucoup de choses. Exactement. Arsène. On a une question pour toi. Oui, maman Oliane. Arsène, elle a raison. Mais tu t'étais déjà fâché, tu avais déjà parlé, tu avais déjà dit qu'elle avait raison. Donc, enfin, toi, tu as raison, donc elle a tort. Okay. Mais après, tu réfléchis, tu trouves qu'elle avait raison. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, la Bible nous enseigne à plusieurs reprises l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dès lors qu'on se rend compte qu'on est fautif, il faudrait avoir cette humilité-là de revenir et dire que tu avais totalement raison. Dans une relation, ça ne sert à rien de mener au score. Ce qui compte, c'est
de gagner ensemble. De mener au score. Ouais. Il ne faudrait pas chercher à mener au score et dire que non, c'est moi qui avais raison, toi tu avais tort, ceci, patati, patata. Il faudrait toujours essayer de trouver les justes milieux pour vous permettre de pouvoir avancer ensemble. Oui, quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Si tu étais un homme à tout faire, Dieu ne t'aurait pas fait une aide. Si Dieu te donne une aide, c'est parce que tu n'es pas capable de tout accomplir par toi-même. C'est pourquoi tu as une aide. Et l'aide peut aussi avoir certaines idées plus avantageuses par rapport à toi. Et quand il te fait voir que tu as tort, il faudrait avoir cette humilité à les reconnaître et se rabaisser et dire que oui, tu avais totalement raison et nous pouvons maintenant avancer. Donc, une autre question, peut-être, est-ce que la femme, il est plus facile à la femme d'accepter quand elle a tort, de revenir vers vous pour dire que non, tu avais raison sur ce point. Est-ce que ça arrive aux femmes? Les femmes, quelle est l'appréhension que vous avez des femmes? Bon, je ne pourrais pas donner une réponse catégorique. Dire la femme n'accepte pas. Bon, ça va aussi du tempérament, soit du comportement d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui acceptent leurs fautes et d'autres qui n'acceptent pas et ne veulent pas endosser cette responsabilité-là. Alors que quand vous vivez à deux, il faudrait essayer de se départager. Reconnaître sa part et aussi essayer de s'emmander quand il le faut et pour que vous puissiez faire la paix et avancer. Donc c'est ça. Oui. Et peut-être Papa Georges, on va revenir sur vous. Est-ce que la société apprend aux hommes à communiquer avec les femmes? Est-ce que nous sommes suffisamment préparés? Est-ce que nos familles arrivent à nous apprennent cela? Ou est-ce que même quand on regarde papa, maman, la manière dont, est-ce qu'on capte déjà que non, papa, ici, fait ça, moi aussi je peux. Est-ce que c'est facile en fait? Ou sinon, qu'est-ce qui se passe en fait? Si on se mettait à copier tout ce que nos parents vivent ou vivaient dans leur mariage, je pense qu'avec la culture africaine, il y a beaucoup qui se seraient déjà divorcés. Ok. Il y a beaucoup parce que nos parents, je ne parle pas de mon père, bien ça c'est sûr, un cas là exceptionnel vraiment en tout cas, mais je parle en général, il y a ces dictats-là, c'est l'homme qui s'impose sur la femme. Des fois même, vous ne voyez jamais là où papa et maman dialoguent. Vous ne le verrez jamais. Papa sort, il donne des ordres, il part. Et quand vous faites quelque chose, c'est maman qui crie « Ah, votre papa !» Vous sentez que même la maman a peur de votre papa. Ça, c'est différent. Donc, en soi, la société, j'ai du mal à croire que la société nous aide sur ce point-là. Même l'éducation que nous apprenons dans les écoles, on appelle ça éducation à la vie, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment profond. Nous avons besoin de l'aide. On a besoin d'être aidé pour que cela puisse marcher. Mais comment se faire? Aujourd'hui, nous sommes plus plongés dans les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse, c'est la politique. Ce qui nous intéresse, c'est qui a fait quoi, qui a dit quoi. Je peux vous dire une chose. Vous voyez l'émission telle que vous la faites ici, moins de gens vont regarder ça. Mais si vous regardez les buzz qui se font sur le hashtag ou quoi là, hashtag ou quoi, où les gens sont en train de faire des scénarios, TikTok et tout ça, plus de gens regardent ça. C'est ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Mais quand vous donnez des conseils, non, ce n'est pas leur problème. Voyez un peu notre société. Mais après, ils se retrouvent en fait à former des mariages plongés dans ce qui est une guerre, le divertissement. Alors que nous devions être plongés dans ce que nous apprenons. Où est-ce que nous allons être enseignés? Parce que chaque jour, nous devons apprendre. Et ici, nous sommes là. J'apprends. Ce sont mes frères, peut-être qu'ils ne sont pas mariés, mais ils sont en train de parler. Je suis en train de capter le message. Ça veut dire, d'eux aussi, je tire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on avance. Il faut d'abord commencer par là. Commencer par accepter cette aide-là. Et après, tu perdras plus de temps dans l'apprentissage. Vous savez, je suis de ceux-là qui aiment bien suivre les séries télévisées. Je peux te regarder Jack Bauer et tout ça toute une journée. Je prends mon temps si je n'ai rien à faire. Mais il m'est arrivé un moment où tu passes 45 minutes à suivre un épisode. Et dès que ça passe au deuxième, tu veux suivre. Tu entends, on te dit, tu as déjà fait 45 minutes. Tu vas faire encore une autre 45 minutes. Il faut bouger de là. Donc, tu perds ton temps où tu pouvais apprendre ou dialoguer avec votre épouse et tout à cause d'une série télé. Donc, ça veut dire que la communication peut être brouillée à cause d'un effet. À cause juste du fait que tu ne donnes pas plus d'attention.
Nous travaillons, vous rentrez des fois le soir, très tard. Vous trouvez votre épouse en train de vous attendre. Vous venez, vous entrez, vous mangez, vous allez sur le lit dormir. Sincèrement. Vous avez dialogué? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune Mais tu t'es dit quoi? communication. Si je me mets là, elle va me raconter tout ce qui s'est passé, même ce que les enfants ont fait ou pas fait, même ce qu'elle a pensé. Oui. En réalité, qu'est-ce que ça te demande? De te mettre là et de l'écouter. Donc, écouter, c'est ça le vrai problème. C'est ça qui brouille le plus la communication. C'est écouter. Le manque d'écoute. Juste écouter. Ça ne te demande rien de plus. Hein? C'est difficile d'écouter? En fait, je crois que Arsène peut nous éclairer sur ça. Pour écouter, il faudrait d'abord être disposé à écouter. Oui. Disposer son temps pour essayer d'écouter l'autre. Ne pas écouter, c'est comme si tu considérais l'autre comme étant un imbécile, comme on dit. On répond à l'imbécile par les silences. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Peut-être que ce qu'il a à dire va t'aider dans une branche donnée de ta vie. Et l'important, c'est de pouvoir écouter pour que vous appreniez comment est-ce que vous allez avancer ensemble. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'écoute pas. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes n'arrivent pas à écouter les femmes? Je dirais c'est l'ego masculin simplement. Ce qui fait que l'homme n'écoute pas. Ouais. Alors j'ai une question pour Salem. Salem, est-ce que tu penses que dans les familles, les hommes sont préparés à ce leadership? Pourquoi je dis leadership? Parce qu'il est dit que les meilleurs leaders sont ceux qui ont la capacité ou encore ont une grande capacité d'écouter les autres. Alors, est-ce que dans les familles africaines, on prépare les jeunes Africains à être des grands leaders en ayant cette capacité d'écouter leurs femmes et leurs enfants? Je dirais, dans nos familles africaines, je ne pense pas. Parce que le style de leadership africain est vraiment différent de ce que vous venez de dire. Chez nous, les Africains, le père doit donner le dictat, les ordres, et nous tous, et la maman, les enfants, et tous ceux qui se retrouvent dans la maison doivent suivre ce que papa a dit. Et s'il y a quelque chose à négocier, c'est maman qui doit vraiment, avec beaucoup d'humilité, revenir pour négocier. Donc, c'est un peu compliqué, même comme l'a dit papa Georges, c'est la raison pour laquelle, si jamais, dans cette génération, on devrait simplement copier les exemples de nos parents, beaucoup seraient divorcés. Ok. Voilà. Quelle est alors la plateforme ou qui devrait assurer ce rôle de pouvoir emmener cette génération à un autre style de leadership pour pouvoir écouter la femme et les enfants à la maison, d'après toi? Je vois ce que vous faites déjà lorsque vous célébrez ceux qui sont des modèles. Les hommes ou les femmes, même les couples qui sont des bons exemples. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a une crise de bons exemples. Et ceux qui sont bons se rétractent. Ils ne veulent pas vendre, s'afficher pour montrer, mais manifester les bonnes choses qu'ils font. Peut-être à cause d'une fausse humilité, une fausse modestie. Or, il faut, j'estime, faire la publicité des bonnes choses et la publicité des valeurs des bonnes personnes aussi. On a beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup appris de ce que papa Georges et Arsène ont dit aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre des bonnes personnes, mais qui malheureusement parlent peu. Et là où le mal est répandu, ce ne sera pas facile, mais c'est une lutte. Et moi, par exemple, pour apprendre le leadership dont vous parlez, j'ai pris du temps. Et j'ai été brisé plusieurs fois pour comprendre que le leader, ce n'est pas seulement celui qui est au top. Alors, je pense que les bons exemples devraient aussi travailler au fur et à mesure, créer des plateformes, parler aux jeunes gens, et ça finira par payer. Parce que nous sommes déjà la preuve que nous avons reçu l'exemple des autres et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, d'autres personnes aussi peuvent demain devenir mieux que nous. Ok, voilà. Merci beaucoup. Oui, allez-y. En rapport avec le leadership, nous devons savoir une chose, le leadership n'est pas question de position, le leadership c'est plutôt question de l'influence. Quelle influence tu jouis dans la société? Et quand tu as la possibilité de pouvoir influencer quelqu'un dans le bon, en tout cas il faudrait le faire. Parce que comme mon frère Salem l'a dit tout à l'heure, nous vivons dans une société qui est vraiment en carence de modèles.
Et quand dans ton domaine de prédilection, tu fais bien les choses, alors il faudrait que tu te dises, je suis quand même responsable de l'émergence du milieu dans lequel je vis. Il faudrait que j'influence positivement et non négativement. Moi, je pense que ça relève aussi de la responsabilité de tout un chacun, de chaque personne dans la société, comme dans une famille. Ouais. Vous pouvez être l'aîné dans une famille, vous pouvez être père d'une famille, mais vous ne vous considérez pas comme étant père. Ouais. Il y a de ces aînés qui se considèrent comme étant des cadets, ils sont des cadets qui se considèrent comme étant des aînés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est question de l'influence que vous usez sur d'autres personnes. Et il faudrait surtout se considérer comme responsable pour pouvoir influencer. Merci en tout cas. Merci vraiment. Je vais aussi ajouter un mot là-dessus. Je pense que nous sommes en train de parler de ces leaderships-là dans la famille. En réalité, papa a posé une question sur qui devrait. C'est plus focalisé sur la richesse, sur le bien-être par rapport aux problèmes de la société, mais moins du mariage. C'est pourquoi moi, sincèrement, j'acclame toujours le pasteur Joël, la dame qui parle, Joël Kabasele, je crois, qui parle beaucoup du mariage. Et ça, moi, je la suis toujours. Ça m'intéresse beaucoup. Je ne prie pas dans son église, mais lorsque je vois une de ces images, je suis. Parce que vous ressentez là-dedans qu'il y a quelque chose qui est capital. Maintenant, je vais vous donner une deuxième anecdote par rapport à ce que vous avez dit. Une expérience vécue. Je crois que je l'ai racontée à papa sur la route. Un jour, on est en train de prier avec mon épouse. Pendant que nous sommes en train de prier, on est assis sur le lit. J'ai senti une force me pousser d'un côté. Elle était là, moi j'étais ici. La force me poussait jusqu'au point où j'ai résisté. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on me pousse comme ça? Je priais, mais je ne savais même pas me déplacer. On me poussait jusqu'au point de mettre ma tête sur le côte de mon épouse. Et là, mon épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas compris pourquoi je fais ça. La tête était là en bas. Elle a pris ma tête, elle l'a mis sur ses pieds. Et à ces moments-là, le Seigneur me dit, c'est là qu'est ta place. Je vous assure, quand vous vivez une expérience pareille, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tout le monde est dérangé. Et le Seigneur s'arrête là, il te dit, c'est là qu'est ta place. Et je t'ai dérangé. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Est-ce qu'il voulait vraiment que je sois en dessous de mon épouse? Que je puisse faire quoi exactement? Ça m'a dérangé. Et c'est là que j'ai compris une chose, que l'intimité est plus grand que tout ce que vous êtes en train de dire. Arrivez à atteindre le niveau d'intimité avec votre épouse, où vous pouvez parler de tout exactement comme vous parlez à votre Dieu. Nous sommes, je pense, on parle de famille accomplie. Nous sommes chrétiens. Lorsque le Seigneur te montre une image où il te dit, celui-là c'est Moïse, il te montre deux niveaux. Là-bas, il y a l'arche de l'Alliance. Au-dessus, il y a la montagne. Et le Seigneur te pose une question. Pourquoi Moïse quitte là où se trouve l'arche de l'Alliance, là où il y a le Seigneur? Parce que le Seigneur parle dans l'arche de l'Alliance. Pourquoi il quitte l'arche de l'Alliance? Il va monter dans la montagne. Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est ça. Et il fait plus de 40 jours. Plus de 40 jours sur la montagne. Sur la montagne. On n'a jamais dit que Moïse était en train de monter sur la montagne parce qu'il y avait un problème. Non. Quand il y avait un problème, ils entraient dans l'arche. Exactement. Ils entraient, ils dans la parlaient, tente. et Dieu donnait dans la tente. Et Dieu donnait la réponse. Mais quand tout allait bien, il allait chercher l'intimité. C'est ça le problème de l'humilité aussi. Nous devons apprendre que quand nous allons à l'église, nous n'allons pas chercher l'intimité. Nous allons, c'est exactement comme si nous allons à l'arche chercher une réponse du Seigneur par rapport à ça, ou qu'on puisse nous aider dans la prière. Mais quand nous avons besoin d'intimité, nous allons monter sur la montagne, dans là la où chambre. je serai seul. Et si tu commences à faire cet exercice en allant là-bas, en restant seul, je vous assure que tu apprendras plus parce qu'il n'y a pas meilleur enseignant que Dieu. L'intimité. C'est ça le niveau que nous devons arriver à atteindre. Voilà, je pense qu'on a fini là parce qu'on est vraiment en train de nous dire que là c'est fini. Merci à tous les invités. En tout cas, Papa Georges, Arsène, Salem, et merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était très, très enrichissant. Dieu nous a bénis au travers de cet échange. Nous avons beaucoup appris et certainement par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, nous allons pratiquer et continuer à pratiquer ces choses afin de pouvoir tous ensemble construire des familles fortes
et accompli. Et à la prochaine, on va revenir sur l'émission. Oui, oui. Bye bye. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.